Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche. Dimanche, quelle date déjà? 16 novembre 2025, de retour pour un petit Facebook, Facebook Live traditionnel, tel que le veut. Bien sûr, cette tradition qui a commencé en mars 2020 et nous poursuivons ces rencontres avec un petit thème qui va bien sûr rebondir sur notre atelier philosophique Zoom qui a eu lieu hier, qui portait sur les stoïciens, notamment le manuel d'Épictète. Nous avons analysé une dizaine de passages et nous avons réfléchi sur le manuel d'Épictète, mais aujourd'hui on va rebondir avec un thème qui est la citadelle intérieure tirée de Penser pour soi-même de Marc Aurèle. On va tenter d'approfondir légèrement, brièvement, ce concept de la citadelle intérieure. Voilà. On laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Il n'y a pas beaucoup de points d'information car nous sommes en pause. Oui, nous sommes en pause à peu près pour 2 mois d'activités philosophiques en présence ou via la plateforme Zoom. Il y aura peut-être un événement aux environs du 10 janvier, un événement pour faire la promotion. Ça sera gratuit, bien sûr. Donc, on va faire un Facebook Live sur la sortie de mon nouveau livre, Le Maître sans Maître, aux éditions Métanoïa, euh, au début janvier, aux alentours du 10, parce que le livre devrait être disponible au début janvier ou à la fin décembre. Je vous envoie tout de suite, je vais vous envoyer dans le clavardage, justement, une petite photo. J'ai une tentative de maquette. Je sais pas si ça fonctionne. Ah, tentative de maquette. Je sais pas. Oh, je sais pas. Non, ça fonctionne pas. Je pense aller chercher une image sur mon site pour le nouveau livre. Je vais me réessayer encore. Voilà. Non, ça fonctionne pas. Ok, peut-être aller chercher ici. Attendez. Sticker, non. Voilà, j'ai pas. Vous irez voir sur mon site mathieumartel.com. Je vais vous en envoyer tout de suite là-bas. Vous allez pouvoir j'ai quand même trouvé une couleur, la couleur qui devrait être appropriée. Et on aura aussi le début de la page couverture. Donc ce soir, on parle, bien sûr, merci de nous saluer si vous êtes là en direct. On va parler de la citadelle intérieure. Hein, c'est le titre d'un ouvrage de Pierre Hadot, mais inspiré de Marc Aurèle. Pierre Hadot, La citadelle intérieure. Pierre Hadot, professeur émérite au Collège de France. Et comment dire, c'est une introduction aux pensées de Marc Aurèle. C'est en quelle année la citadelle intérieure de Pierre Hadot? Tellement un beau titre, hein? Tellement un beau titre. 1992, voilà. Pierre Hadot qui écrit Qu'est-ce que la philosophie antique? Et qui a bien sûr insisté sur la philosophie comme manière de vivre. Alors on commence. Ce terme citadelle intérieure, hein, une citadelle par définition, c'est pour se protéger peut-être des ennemis. Hmm? Voilà. Je vais aller voir tout de suite. Forteresse. Hein? Forteresse qui commande une ville, un bastion. Cette fois-ci, il est question de développer en soi, à partir de la philosophie stoïcienne, une citadelle intérieure pour se prémunir, se protéger des événements, de la vie. Blessures, maladies, deuil, crise existentielle, anxiété, angoisse. Il est possible, nous dit le stoïcisme, de retrouver la paix, qui est au sens des stoïciens, donc c'est pas une forme, une paix au sens d'une affirmation. La paix n'est pas à faire. La paix n'est pas à faire, mais un discernement est à faire. Et peut-être que la paix va se faire à partir de ce discernement fondamental qui est postulé dans le manuel d'Épictète. Est-ce que je vais aller chercher cette phrase-là? Il y a 2 phrases qu'on a utilisées dans notre rencontre. Je vais essayer d'aller vous chercher ça. Voilà, j'espère que vous êtes encore là. Allons-y. OK, je vais y aller. J'espère que tout fonctionne.
Oui, je vais aller chercher cette phrase qui est le point d'assise du stoïcisme. Alors, parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, d'une part, les jugements, l'impulsion, le désir et l'aversion. En un mot, tout ce qui a trait à nos activités propres ne dépendent pas de nous, d'autre part, notre corps, hein, que nous avons hérité, les biens matériels, les opinions des autres. Voilà, ça c'est le premier élément du discernement stoïcien. Donc c'est bien sûr, c'est le principe premier à comprendre, il faut discerner. Euh, le discernement est appliqué aux choses qui dépendent de nous et qui ne dépendent pas de nous. C'est le point de départ du stoïcisme. Donc, c'est d'exercer ce discernement-là qui implique la faculté de juger. Nous avons la capacité de réfléchir, de porter un jugement. Et qui dit discernement dit jugement. Hein? Faut comprendre que je ne peux pas faire grand-chose si l'autobus est en panne, s'il y a une panne de métro, si l'averse tombe sur moi. Hein? J'observe, je constate ce qui est en train de se passer. J'aurais beau m'insurger, me révolter, de crier à l'injustice pour tout ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui m'appartient, c'est savoir ce que je puis faire ici maintenant dans les situations. Alors si l'averse se déploie, que puis-je faire? Je constate d'abord et après, est-ce que je peux me mettre à l'abri en faisant usage de ma volonté libre? Je peux me mettre à réfléchir et à me demander que puis-je faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Donc, exercer, bien sûr, et les stoïciens disent, bien, l'exercice du jugement, c'est à notre pouvoir. L'exercice de la volonté, dans une certaine mesure, c'est à notre pouvoir. Mais de me révolter contre des événements, des situations auxquelles je ne puis pas, bien sûr, je ne puis intervenir, ça serait justement quitter cette citadelle intérieure-là. Et c'est quoi quitter cette citadelle intérieure? C'est peut-être quitter cet état d'équanimité ou, comme le diraient les stoïciens et d'autres philosophes grecs, quitter cet état d'ataraxie. L'ataraxia ou l'aponie, l'ataraxia, c'est l'absence de trouble dans l'esprit. Mais qu'est-ce qui nous trouble, nous disent les stoïciens? Ce sont les jugements que nous portons sur la réalité. C'est le fait de juger une situation bien bonne ou mauvaise, d'évaluer les situations et de perdre son énergie à se révolter contre ce qu'on ne peut pas changer, notamment. Alors, conserver l'état d'ataraxie, bon, que certains vont traduire par paix de l'esprit, absence de trouble dans le corps. Donc, c'est quoi une absence de trouble dans le corps? Absence de douleur, absence de tension, absence de tourment au niveau du plexus solaire. C'est une absence. Donc, cette paix-là se vérifie par l'absence de trouble. Et dans l'esprit, c'est quoi? Absence de brouillard mental, de confusion, même aussi d'émotions qui veulent exploser en nous. Hein? Et comment dire, absence de concentration. Et tout d'abord, absence de présence attentive. C'est ce qu'on nous apprend, bien sûr, notamment dans la pratique du yoga, de respirer profondément et d'être attentif à ce qui est, sans autre but, l'attention sans attente, sans désir de saisie des phénomènes,
Simplement être présent à ce qui est ici maintenant. Donc, la citadelle intérieure, c'est l'espace où nous pouvons exercer librement notre jugement pour appliquer le discernement stoïcien. Si on applique le discernement stoïcien, ça va nous permettre de goûter à cette absence de trouble dans l'esprit et dans le corps. Et comme disaient aussi les épicuriens, si tout va bien, si vous êtes en paix, ne cherchez pas à vous lancer dans toutes sortes de désirs de manière effrénée. Parce qu'il y en a qui sont... Certains individus, quelquefois, nous sommes accros à l'intensité. Hein? Facteur dopaminergique de récompense, etc. Mais peut-on être... imaginez quelqu'un qui prépare des feuilles de thé, là, qui prépare des feuilles de thé dans une entreprise, etc., ou qui lave les cabinets de toilette. C'est sûr que vous allez peut-être porter un jugement sur... il y a des gens qui portent à mon école des jugements sur les concierges, qui nettoient les cabinets et les toilettes. Hein? Mais ce sont des gens qui sont quand même capables d'être avec eux-mêmes, en solitude, et d'effectuer une tâche essentielle. Est-ce qu'on est capable d'apprécier faire une tâche simple, essentielle, en toute conscience? Alors, le sage nous dit, le sage stoïcien, c'est celui qui est capable d'exercer son jugement. Bon, ce que dans les textes, on appelle ça cette liberté-là du jugement on ne peut pas se la faire prendre. C'est une liberté dite inexpugnable. Voilà. Et le deuxième principe des stoïciens, c'est de comprendre que ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, ce n'est pas ce qui arrive dans la nature. Mais ça peut nous troubler émotionnellement, bien sûr. Il y a des situations qui nous troublent, des situations que nous allons qualifier injustes ou des situations qui sont difficiles, des souffrances, de la violence, etc. On peut aussi, bien sûr, être empathique et s'effondrer devant la pauvreté, la fragilité de certains individus, les douleurs qu'ils éprouvent, certes. Ça va éprouver notre corps et on va sûrement vivre des émotions. Les stoïciens ont peut-être un peu de misère avec tout cela, hein, c'est-à-dire ont peut-être de la misère à accueillir cela. Ils vont justement se vautrer ou se protéger dans une citadelle intérieure. Ça vient d'où cette expression-là? Ça vient de Marc Aurèle, chapitre 8. C'est quoi donc? Ici, je vais juste vérifier. Oui, chapitre 8. 48, propos 48. L'intelligence libre des passions, libre de passion, est une citadelle. Être libre de passion, qu'est-ce que ça implique, là? On fait peut-être référence, quand on pense à Spinoza, aux passions tristes. Hein? Passion, c'est des phénomènes dont nous n'avons pas la clarté. Hein? Donc, c'est l'absence d'idées claires au sujet de ce que nous éprouvons. Mais si on se fait une idée claire, Spinoza parlera d'idées claires et distinctes, cela nous aidera à comprendre ce que nous éprouvons. Est-ce de la jalousie? Est-ce de l'arrogance? Est-ce de la tristesse? Étant donné que nous sommes des êtres de désir et de compréhension, il est possible de clarifier ce que nous éprouvons en tant que passion. Il est possible. Pour les stoïciens, c'est de se dégager des passions, mais on peut aller plus loin que Spinoza et tenter de clarifier. Hein? Donc, c'est-à-dire l'âme est active et
tente de saisir de manière active, par la pensée, ce qui est éprouvé au niveau des sensations, des sentiments. Voilà. Donc, le pouvoir du sage, c'est le pouvoir de tenter, d'une part, de conserver cette paix-là, cet espace de paix. Et souvent, on se met dans le pétrin nous-mêmes. On se met dans le pétrin nous-mêmes par nos actions. Nous sommes responsables de notre malheur. Quelquefois, nous nous nuisons à nous-mêmes par notre propre comportement et nous négligeons de conserver cet espace-là où on peut exercer librement notre jugement, cet espace de paix. Êtes-vous capable d'instaurer un espace de paix dans votre vie? C'est ça, cette citadelle intérieure-là. Il y a des gens qui sont incapables de se supporter eux-mêmes, très longtemps. Pascal l'a évoqué dans les pensées. Bien sûr qu'on a fait un livre avec ses pensées, un livre posthume, Les pensées de Pascal. U.G. Krishnamurti, Larry Gopala, si je ne m'abuse, a aussi appuyé cet aspect-là. Êtes-vous capable de rester assis dans votre chambre, sur votre lit, sur une chaise, dos au mur, face à vous-même? Pour U.G. Krishnamurti, c'est l'ultime. C'est l'ultime. Une rencontre avec soi-même. Jung dira, en profiter pour éclairer l'ombre avant que l'ombre vous dévore. Avant que l'ombre vous dévore, éclairer son ombre. Faire de la lumière sur ce qui est obscur en nous, les forces obscures, et ce qu'on ne connaît peu de nous-mêmes. Alors, dans la perspective stoïcienne, la citadelle intérieure, c'est cet espace-là où vous pouvez revenir, peu importe où vous êtes, vous pouvez être assis dans le métro, dans un autobus aussi, assis sur un banc de parc et respirer profondément. Et justement, ne pas accorder d'importance à toutes les pensées qui viennent occuper votre esprit. On pourrait y croire. Allons-y avec un autre principe du manuel. Est-ce que je vais y arriver? Oui, manuel. Je retourne. Alors, concernant les pensées, ah oui, puis je vais parler d'autres choses aussi. Ouais, les fameuses pensées. On nous dit aussi dans le stoïcisme de laisser le temps aller. Laisser du temps et un délai avant d'agir, avant de réagir face à une situation. Ça permet justement de laisser un espace à l'intérieur de cette citadelle-là. Est-ce que je l'ai trouvé ici? Sur les pensées. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est problématique, c'est ce que nous pensons à propos de ce qui nous arrive. Et c'est ce que nous pensons qui est souvent problématique. Nous nous racontons des histoires et aussi nous entretenons toutes sortes de pensées. Qu'entretenez-vous? On peut se mettre à spéculer, à penser sur une situation, puis on s'éloigne du ici et maintenant, puis on se crée toutes sortes de scénarios et d'histoires. J'en profite pour vous saluer. Salutations à Cathy, Nicole, Daniel, Lise. Merci d'être là. Le temps arrange les choses. Le temps assouplit les tensions, etc. C'est propre à l'approche stoïcienne. Parce que qu'on juge en bien ou en mal une situation, là, il y avait une belle, il y avait dans l'activité d'hier, il y avait un beau passage qui parlait de l'éducation. C'est tellement merveilleux, ce passage-là, mais qui laisse beaucoup à réfléchir. L'activité propre d'un homme non éduqué, c'est de reprocher aux autres ce que lui-même fait de mal. Donc, c'est la double ignorance.
le mal que l'on fait à soi-même ou aux autres, on ne le voit pas. On ne le voit que chez autrui. Donc ça, c'est une double ignorance. Ça, c'est le propre, nous dit Épictète, de l'individu non éduqué. La projection, voir que ce qui est problématique, mais chez autrui, ne pas le voir en soi. Lorsqu'on commence à s'éduquer, nous dit Épictète, là, on commence à s'adresser des reproches. On se juge, on est mécontent de soi-même, on veut s'améliorer, etc. On quitte l'extérieur pour se juger soi-même. Et le comble de l'éducation, celui qui a fini, je ne crois pas qu'on finisse de s'éduquer, mais c'est peut-être le point culminant de l'éducation, le troisième degré. Cesser de s'adresser des reproches à soi et à autrui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est pour préserver cet état-là, là. Ne pas se perdre dans l'exercice d'un jugement qui va qualifier les actions. Mais certains vont dire, oui, mais c'est nécessaire que de qualifier ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement, au niveau politique, au niveau du comportement moral de certains individus. C'est important de nommer tout cela. Mais d'un point de vue du sage philosophique, c'est peut-être s'éloigner de cet état de paix, d'équanimité, que de passer son temps qu'à se juger, qu'à se critiquer et à critiquer autrui. Et c'est peut-être s'éloigner de cet espace-là qu'on appelle la citadelle intérieure. Hein? Eckhart Tolle parlait de cette immobilité-là. Nous sommes immobiles, mais actifs en tant qu'individus observant ce qui est. Être attentif ici maintenant en situation. On est immobile d'une certaine part, mais on est très actif par le fait que nous pratiquons notre attention. Voilà. Alors, il y avait aussi, hier, on parlait également d'un examen de conscience. Vous trouvez ça bon, ce passage-là, en plus d'hier? Ça nous ramène à Socrate dans l'Apologie. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Là, vous allez me dire, c'est paradoxal, il faut exercer le jugement, mais il ne faut pas perdre son temps à juger, à critiquer, mais là, on va aller à un autre niveau. C'est l'examen. Vous voulez être un champion olympique, nous dit Épictète. Vous voulez être vainqueur aux Jeux olympiques, mais vous pouvez remplacer cet idéal-là par toute chose, là. Vous voulez construire votre manoir au sommet d'une montagne. Vous voulez, accomplir votre compostelle de A à Z. Vous voulez fonder une famille avec de nombreux enfants, OK? Vous voulez être un musicien qui fait une tournée internationale avec un groupe, là. Nous sommes des êtres de désir. Les désirs sont nombreux, sont variés, sont multiples et ne se calment pas souvent. Schopenhauer a relevé ça dans sa théorie, dans le monde comme volonté-représentation, hein, a proposé des moyens de s'échapper un peu de ce désir-là insatiable. On peut vouloir faire le tour du monde aussi. J'ai mon physio là, qui se dit à ma retraite, je partirai 3 ans en vélo pour faire le tour du monde. Le désir est une soif inextinguible. Hein? Nous avons une liberté inexpugnable, mais notre soif de désir, notre désir est inextinguible. Et quand nos désirs ne sont pas réalisés, nous sommes tristes et frustrés. Mais revenons à notre examen de conscience. L'examen
auquel nous pousse Épictète. On va retrouver la citation. Là, c'est tiré du manuel. Sachez, les amis, que ce petit live, hein, on y va avec une approche intuitive. On y va ici avec les Jeux olympiques. Bon, allons-y. Est-ce que j'ai trouvé? Tu veux vaincre aux Jeux olympiques, mais examine les antécédents et les conséquents et adonne-toi ainsi à cette activité. Avant de t'adonner, mais on ne le fait pas souvent, avant de t'adonner à tes désirs, à tes rêves, est-ce que tu as examiné les antécédents et les conséquents? Mais non, lorsque nous sommes dans le désir, nous désirons simplement la satisfaction du désir. Et répéter ça, hein, ce qui nous donne le nom à une école de vie, qui est l'hédonisme. L'intensification de la recherche des désirs, de la satisfaction. Intensifier cela le plus possible dans notre journée. Mais là, quand nous avons de grands rêves et de grands buts, on ne réfléchit pas aux antécédents. Antécédents, c'est ce qui vient avant. De quoi avons-nous besoin? Quelle force ça va mobiliser en nous que de réaliser ce rêve-là? Avons-nous les capacités? Avons-nous fait nos devoirs? Avons-nous vérifié toutes les conditions auxquelles il faut s'adonner? Bien, on ne peut pas s'adonner, mais toutes les conditions impliquées dans notre projet. Prenez l'exemple de devenir, de faire un album de musique avec un groupe. Il faut considérer qu'il faut pratiquer avec son groupe. Il faut que les gens du groupe puissent se rencontrer. C'est gérer des conflits. C'est aussi discerner à savoir quelle pièce nous voulons jouer, mettre dans quel ordre, etc. Ça implique tout ça. Ça implique aussi de l'argent pour pouvoir produire l'album, etc. Et ensuite, une fois que vous avez votre groupe est fait, votre album est fait, là, vous partez en tournée. Il y a des conséquences aussi, comme j'expliquais hier. Vous partez sur la route, vous ne mangez pas chez vous, vous vous couchez tard, etc. Il y a du stress qui est accompagné. Êtes-vous prêt à cela? Alors, ceux qui me disent « Ah, la vie de rockstar, c'est idéal, la vie d'un philosophe, c'est idéal. » Mais non, mais non. Ma collègue disait « J'ai 1 heure pour moi-même le soir. » Lorsque j'ai couché les enfants, j'ai 1 heure pour moi-même. Imaginez, 1 heure. J'ai dit à ma collègue, tu ne voudrais pas être dans ma vie, parce que c'est beaucoup d'heures pour soi-même. Hein? Et Nietzsche de déclarer, bien sûr, Nietzsche de nous dire, un peu d'une façon très poussée, là, celui qui n'a pas le 2 tiers de sa vie pour lui-même, de sa journée, est un esclave. Mais là, le 2 tiers, pensez-y, c'est quoi, les amis? S'il y a 1 tiers, vous dormez, ben c'est d'avoir le 2 tiers de sa journée. Ça, c'est presque impossible, à moins d'être entier. Hein? Et même les hommes d'affaires sont affairés à toutes sortes de projets d'investissement. Donc, mais revenons, avoir un peu de temps pour soi et être dans une certaine situation liée à des rêves, des projets, ben, ça demande des implications. Et Épictète nous dit, évalue, examine les antécédents et les conséquents de votre projet, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas avant de s'engager. Mais c'est peut-être mieux de même des fois. Hein, de se lancer à l'aventure puis d'apprendre en chemin. Ça, c'est l'approche empirique. L'approche empirique. Mais l'approche grecque, c'est toujours avec une part de rationalité. C'est un idéal, bien sûr, mais ça ne fonctionne pas toujours. Parce que nous sommes mus par... Nous sommes des êtres de désir. Et nous ne joignons pas toujours la compréhension à cela. OK, revenons. Merci d'être là, tout le monde. Un petit live spontané. Ici, on a rendu une demi-heure. Sachez que, bon, il n'y a pas d'événement Zoom qui s'en vient. C'était notre dernier hier. Merci aux gens qui étaient là. On avait 7 à 8 inscrits.
Il y aura un événement, je le répète, c'est au mois de janvier, je vais faire un Facebook Live pour le lancement virtuel de mon nouvel ouvrage, Le Maître sans maître. Les corrections devraient se finir d'ici dimanche. J'attends des nouvelles de ma correctrice. Et on va faire aussi un Zoom gratuit. Puis ce qui va se passer, c'est quand le livre va être prêt, vous allez pouvoir vous le procurer. Et je vais faire un envoi postal avec, il va y avoir une dédicace pour chacun, les gens qui vont vouloir se procurer le livre. Ça va être un prix très simple. Ça va être envoyé par la poste chez vous, dédicacé. Ouais, donc le livre devrait sortir fin décembre, début janvier. Mais il n'y a pas d'événement d'ici là, début janvier. Donc il y aura un événement Zoom, un événement Facebook autour du livre. J'ai très hâte. Alors, la citadelle intérieure, c'est juste pour nous rappeler qu'il est peut-être important, si on se fie à Marc Aurèle notamment, à Pascal et à d'autres, UG Krishnamurti, de se donner un espace pour relaxer, pour se détacher de nos pensées qui peuvent nous obséder. Il y a plein de moyens de décrocher. Prendre une douche froide, un bain chaud, jouer de la musique, jouer de la musique, faire une sieste, décrocher des pensées. Parce qu'aussi, faut comprendre aussi que ce qui vous trouble ici maintenant, là, en ce moment dans votre vie, cela ne vous troublait pas peut-être il y a une semaine et un mois. Et dans un mois, ce qui vous trouble ici maintenant, l'intensité aura peut-être diminué. Et ce qui est le plus dur, c'est peut-être de retourner à cet état-là, Eckhart Tolle, qui parle de stillness. Je vais aller voir ça. Stillness, qui est un beau terme. Une dimension intérieure de la conscience par-delà le flux des pensées. Voilà, rester immobile et ne pas nourrir les pensées. C'est un état de silence et d'immobilité que peut procurer peut-être justement cette culture de cultiver cette citadelle intérieure. Parce que vous êtes peut-être votre pire ennemi. Et là, on ne se bat plus contre des ennemis extérieurs. Le combat est peut-être en nous. Mais oui. Le fait de nourrir certaines pensées qui vont s'opposer à d'autres, d'accorder trop de crédit à ce que nous pensons au sujet des événements que nous vivons. Nous grossissons aussi ce qui arrive. Mais comme disait Carlos Castaneda, face à la mort, c'est quoi ce qui nous arrive? C'est ce qui fera dire à David Hume que l'être humain est quand même concentré sur ses drames, ses problèmes d'anxiété, etc. Il est, comme dirait David Hume, l'être humain préfère s'occuper d'une égratignure sur son doigt face à la destruction de l'humain. Entre la destruction de l'humanité et une égratignure sur son doigt, l'être humain préfère s'occuper d'une égratignure sur son doigt. Parce que c'est plus proche de lui. Mais d'autre part, il y en a qui préfèrent vouloir aller régler les problèmes à l'autre bout du monde. Et ne pas cultiver leur paix intérieure. Il y a une dame qui venait à mes conférences, là, qui était enragée contre ce qui se passe en Ukraine, à travers le monde, etc. Elle était très anxieuse face à tout cela, puis elle a dit qu'il faut faire de quoi, là, puis c'est épouvantable, etc. C'est une bonne question.
Que faire face au malheur qui se passe dans l'humanité, là? On nous informe de tout cela à travers les médias, ça se passe à travers le monde. Que faire? Si on est du point de vue de Gandhi, ben, on passe à l'action. Ou ben, Gandhi a peut-être passé à l'action de méditation non violente, etc. Ou on veut incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. On peut y aller avec le changement. On peut incarner nous-mêmes le changement que l'on veut voir dans le monde. Et le faire rayonner ça autour de soi, ça peut être ça. Ou on peut aller s'engager en tant que missionnaire activiste pour voir du changement. C'est pas une question facile à répondre, tout cela. Hein? Est-ce qu'on cultive la paix, le bonheur, ou on part en mission pour tenter de réveiller l'humanité ou de transformer l'humanité par des réformes, des révolutions sociales? Est-ce que ça passe par la révolution sociale ou la révolution spirituelle intérieure? Est-ce que c'est ça le gros combat, là? Il y en a peut-être qui ont des missions sociales et d'autres intérieures. Mais je termine là-dessus, gang, sur les amis, sur l'importance, selon les Marc Aurèle, justement, par l'exercice de notre faculté de juger, par l'exercice de cette intelligence libre qui se libère des passions, de cultiver cette citadelle intérieure où il y a peut-être une absence de trouble dans l'esprit, dans le corps, et où nous donnons congé à toute forme de désir, peut-être de compréhension, d'exercice, de critique. Se donner congé. C'est paradoxal, hein? Par la faculté de juger, de discerner, en arriver à se donner congé pour goûter à une forme de tranquillité. Donc, c'était peut-être ce à quoi je vais vous amener ce soir, peut-être l'importance de cultiver cette... certains appellent ça le sanctuaire. Ils veulent aller tranquille, se déposer dans un sanctuaire où il y a absence de trouble quelconque. Sommes-nous capables de faire cette paix? Et cette paix-là, nous diront certains, c'est d'arrêter de nourrir certaines pensées. Sur ça, les amis, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci à tous et à toutes. Merci à Nicole, Véronique. Merci à ceux qui nous écoutent en différé, en secret. Partagez si vous avez apprécié. Petite rencontre sans façon, sans prétention. Salutations à Lise, Daniel et compagnie. Cathy, merci d'avoir été là. On se revoit bientôt, un dimanche prochainement, et je vous donne des nouvelles sur ma nouvelle parution. 6e ouvrage, Le Maître sans maître, ça s'en vient. Bien hâte de corriger cela. Remerciements à mes collaboratrices, Aimée, Evelyne et à mon imprimeur. Très content de collaborer pour un septième ouvrage, et c'est 25 ans, disons au moins, en 2012, au moins 13 ans de collaboration continue. Merci tout le monde, bonne soirée, portez-vous bien. À bientôt, bye bye.